أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع سيادة سفير دولة فرنسا لدى القاهرة السيد ستيفان غوماتي. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous recevoir ici à l'ambassade de France. Bonsoir Dina, très heureux de vous accueillir et d'accueillir le programme de CBC News Extra. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, on commence par un sujet d'actualité, le coronavirus. L'Égypte est touchée, bien évidemment, la France aussi, fortement. Pourtant, la coopération entre les deux pays pour faire face aux conséquences du Covid-19 n'a pas cessé. C'est une crise que nos deux pays affrontent, parce que c'est une crise mondiale qui concerne tous les pays, donc qui concerne et la France et l'Égypte. Et c'est une crise qui concerne chaque Égyptien et chaque Français, puisque nous avons dans nos entourages, soit en France, soit en Égypte, nous connaissons des gens qui ont été affectés, qui ont attrapé le coronavirus. Et donc c'est vraiment une crise qui nous touche très personnellement. Et c'est une crise qui suppose la solidarité, l'entraide, la coopération. Il y a eu des gestes qui ont été faits par l'Égypte, qui a envoyé des équipements médicaux dans un certain nombre de pays. Je pense notamment à l'Italie, lorsque l'Italie était vraiment confrontée à la vague épidémique. Dans d'autres pays aussi. La France a également décidé de venir en aide à un certain nombre de pays. Nous avons aussi proposé une assistance à l'Égypte, notamment pour l'aider à soutenir son économie. Il y a la santé, mais il y a aussi l'économie, on en reparlera probablement. Mais ce que nous devons faire, c'est à la fois lutter ensemble contre cette pandémie parce qu'elle est mondiale, renforcer la coopération de santé, ce sera très probablement une priorité des prochains mois, la coopération de santé entre la France et l'Égypte, et faire en sorte, c'est absolument nécessaire, que nos économies redémarrent. Il faut, après le temps de l'épidémie, il faut le temps de la reconstruction et faire redémarrer nos économies. Ce sera une priorité de la coopération entre la France et l'Égypte. Est-ce que cette coopération sanitaire, est-ce qu'il y a déjà quelques accords potentiels que vous envisagez? Alors déjà, nous avons, au moment de la crise, il y a un mois, apporté 15 millions d'euros, à peu près 300 millions de livres égyptiennes, au gouvernement égyptien pour l'aider à affronter dans une meilleure situation encore la crise du coronavirus, pour aider notamment à l'achat d'équipements hospitaliers pour les hôpitaux, de tenues de protection, pour aider également à toutes les politiques de prévention qui sont mises en place. Donc on a déjà fait un premier geste de 15 millions d'euros, 300 millions de livres égyptiennes. Et très probablement, dans les mois qui viennent, avec le gouvernement égyptien, nous allons regarder dans quelles conditions nous pouvons renforcer cette coopération de santé. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il va falloir reconstruire après cette période où les systèmes de santé ont été mis sous tension, en France, en Europe, en Égypte aussi. Il faudra probablement réinvestir dans la santé. Et donc moi je pense beaucoup que ce secteur de la santé sera prioritaire dans la relation entre la France et l'Égypte. Nouer des partenariats hospitaliers, travailler aussi probablement à la modernisation d'un certain nombre de structures hospitalières, veiller aussi, préparer nos systèmes de santé, ça vaut pour l'Égypte, ça vaut pour la France, ça vaut pour tous les pays, nous mettre en position de mieux affronter une nouvelle pandémie si elle devait survenir. S'il y a par exemple une deuxième vague de pandémie comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Il faut donc que nos systèmes de santé soient en capacité d'absorber une éventuelle nouvelle épidémie. Et donc ça suppose de la préparation et ça nous voulons y travailler avec les autorités sanitaires égyptiennes. Oui, mais après le choc qu'a subi l'économie française, d'ailleurs comme tout le monde, après cette crise du Covid-19, dans quelle mesure cela affecterait les échanges économiques et les aspects de coopération avec l'Égypte? C'est vrai que nos économies subissent un impact très fort. Je note d'ailleurs que l'impact en Égypte est moins fort qu'en Europe, parce que probablement l'Égypte a abordé sur le plan économique cette crise, cette crise du Covid en ayant fait des réformes très courageuses, très difficiles, notamment à partir de 2016. Et on voit bien, la croissance égyptienne ne sera pas négative. Elle sera probablement de 2% cette année, et ce sera la croissance probablement la plus forte autour du bassin méditerranéen, alors que la plupart des pays européens connaîtront une croissance négative. Ce sera le cas de la France. Mais justement, il va falloir profiter de ce contexte économique très particulier pour développer les échanges. Car c'est par la relance de nos économies que nous pourrons absorber ce choc de la pandémie.
éviter effectivement que nos entreprises connaissent des licenciements importants. Donc il va falloir développer les échanges, c'est absolument impératif. Ce sera la priorité des prochaines semaines et des prochains mois. Comment nous pouvons, entre la France et l'Égypte, redonner plus de vigueur, plus d'impulsion aux échanges économiques. Justement, donc, puisqu'on parle économie, il y a environ 160 filiales françaises en Égypte avec des investissements de 5 milliards d'euros. L'Égypte est le premier client de la France au Proche-Orient et la France est le 11e partenaire de l'Égypte en 2016-2017. Êtes-vous satisfait de ce bilan? Non, nous devons faire mieux, nous pouvons faire mieux. Et justement, il faut que nous fassions ce travail de conviction pour montrer que l'Égypte est un pays qui change beaucoup, qui se modernise, qui a d'énormes besoins aussi pour une population qui ne cesse d'augmenter. Il y a aussi, je pense, une bonne réputation des entreprises françaises. Et justement, le mandat qui est le mien, c'est d'essayer de montrer en quoi l'Égypte représente un marché de potentiel pour les entreprises françaises. Et donc je souhaiterais effectivement que dans le contexte du post-Covid, où il y aura des besoins importants, pas simplement dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du développement urbain, dans le domaine par exemple de l'eau, c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment, dans le domaine de l'éducation et dans tant d'autres domaines, dans le domaine de la pharmacie. Je crois qu'il y a des opportunités très importantes à saisir pour les entreprises françaises et je veux les convaincre que c'est le moment de venir se positionner sur le marché égyptien. Depuis le 1er juillet, l'Égypte a repris le trafic aérien. On a accueilli déjà des touristes biélorusses, ukrainiens et suisses. Quand est-ce que la France reprendra les vols vers l'Égypte et surtout les destinations ouvertes pour les touristes, à savoir le Sud-Sinaï, la mer Rouge et Matrouh? Les vols aujourd'hui ont repris. Les vols d'Air France, les vols d'Égyptair sont aujourd'hui régulièrement organisés entre Paris et Le Caire depuis le 1er juillet. Effectivement, il faut, et je crois que ça fait partie des priorités des prochains mois, parce que le tourisme est un secteur économique absolument vital pour le développement de l'Égypte, il faut que les touristes reviennent en Égypte, les touristes européens et donc les touristes français. Et donc, il faut assurer la promotion de la destination de l'Égypte comme destination touristique, montrer aussi qu'un très important travail a été fait par les autorités égyptiennes pour garantir les conditions sanitaires dans les lieux, dans les hôtels, sur les sites touristiques égyptiens. Et donc, c'est un travail que nous entreprenons avec le ministère et le ministre du Tourisme et des Antiquités. Et je crois que les Français vont reprendre le chemin de l'Égypte parce que c'est un pays qui fascine, c'est un pays que les Français aiment beaucoup. Et je crois, on m'a dit d'ailleurs que les réservations pour la prochaine saison touristique étaient élevées. Et j'espère que les Français très vite retrouveront le chemin de l'Égypte. Mais est-ce que vous en avez parlé avec les responsables égyptiens? J'en ai parlé encore il y a quelques jours avec le ministre du Tourisme et des Antiquités. Et effectivement, il faut d'abord, la première priorité, c'est de faire en sorte que les liaisons aériennes soient reprises. Donc c'est le cas depuis le 1er juillet. Il faut maintenant intensifier ces liaisons aériennes, faire en sorte qu'elles redeviennent sur une base quotidienne. Il faut aussi, ça prendra encore un petit peu de temps, que les dernières restrictions qui peuvent peser sur soit l'entrée en Égypte, soit l'entrée en France puissent être levées pour que la circulation puisse en quelque sorte être fluide et organisée entre nos deux pays. Et donc moi j'ai confiance qu'à partir de l'automne, effectivement, après ce choc très fort qu'a été le confinement en France et puis toutes les mesures qui ont été mises ici, le couvre-feu, etc. J'ai confiance que les Français retrouveront le chemin de l'Égypte. La coopération militaire et de défense entre la France et l'Égypte est particulière, notamment après la modernisation des forces armées égyptiennes. La France a joué un rôle important dans ce sens. Comment vous percevez, Monsieur l'ambassadeur, cette coopération aujourd'hui dans un contexte géopolitique très particulier? C'est ça la clé. Vous venez de mettre le doigt sur la question essentielle. C'est que l'Égypte, aujourd'hui, fait face à un environnement difficile. La situation en Libye, la situation, là aussi, dans certaines parties de l'Afrique, toutes les crises qui affectent le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, la question du Yémen, la question aussi de l'avenir des territoires palestiniens, à un moment où le gouvernement israélien pourrait songer à annexer des colonies dans les territoires palestiniens. Tout ceci crée un environnement effectivement de troubles, de tensions aux frontières de l'Égypte.
Et l'Égypte s'est lancée dans une politique, et nous l'avons aidé, et nous y avons contribué, et nous en sommes fiers, effectivement, de modernisation de son appareil de défense, de son outil de défense. Et nous sommes prêts, bien entendu, à poursuivre, à intensifier cette coopération. La coopération de défense entre la France et l'Égypte est un élément plus important d'une relation d'ensemble, d'un partenariat stratégique que nous avons entre la France et l'Égypte. Nous considérons que l'Égypte est notre grand partenaire dans la région et évidemment ce partenariat couvre, c'est bien naturel, les questions de défense et les questions de sécurité. En ce qui concerne la coopération administrative entre les deux pays, là aussi c'est une coopération d'une longue tradition. La France a la fameuse ENA, un modèle à suivre partout dans le monde, et l'Égypte avait créé l'Académie nationale de formation pour un but plus global, pour moderniser l'administration égyptienne. Quel est l'accompagnement de la France dans ce processus? Ça, c'est un très beau projet auquel je suis personnellement très, très sensible. Et un projet qui a été signé lorsque le président Macron est venu en Égypte au début de l'année 2019. Et effectivement, nous avons mis en place une coopération entre l'École nationale d'administration, qui forme les hauts fonctionnaires en France, et la National Training Academy, l'Académie nationale de formation, qui forme également les responsables et le cadre supérieur de l'État ici en Égypte. Et nous avons décidé effectivement de nouer ce partenariat et nous proposons un certain nombre de modules de formation. Il ne s'agit pas d'appliquer ce que nous faisons en France, il s'agit simplement de présenter, de proposer l'expertise française. Nous avons, je crois, effectivement, dans ce domaine-là, un certain nombre d'exemples que nous pouvons proposer à l'Égypte. Et il y a eu cet accord entre l'ENA et la National Training Academy, la NTA. À cause du coronavirus, cette coopération a été un petit peu ralentie. Et là aussi, il faudra veiller à ce que dans les prochaines semaines, nous puissions reprendre cette coopération. C'est important que l'État égyptien puisse s'adosser, puisse, comment dirais-je, former des fonctionnaires les plus compétents. Et donc, ce que nous pouvons faire dans ce domaine-là pour aider l'Égypte, nous sommes vraiment absolument disposés à le faire. Parlons politique étrangère et dossiers internationaux. Monsieur l'ambassadeur, la France avait salué l'initiative égyptienne de la paix pour la Libye qui a été présentée le mois dernier, mais le gouvernement d'entente nationale en Libye, qui est soutenu par la Turquie, l'avait rejetée. Comment la France perçoit cette réaction sur la stabilité de la Libye? La Libye est un dossier absolument fondamental pour la sécurité de l'Égypte et pour la sécurité de la France. Et nous avons sur ce dossier une coopération extrêmement étroite entre l'Égypte et la France. Une coopération pratiquement quotidienne. Il n'y a pas une journée sans que des responsables français, parfois de très haut niveau, les deux présidents de la République se parlent régulièrement au téléphone pour justement nous coordonner entre la France et l'Égypte sur l'affaire libyenne parce que ça concerne et la sécurité de votre pays et la sécurité de la France et la sécurité de l'Europe. Les Égyptiens ont effectivement, le 6 juin dernier, lancé une initiative importante. Ça a été l'initiative du Caire avec, à la présidence de la République égyptienne, cet accord, cette initiative qui a été lancée avec le maréchal Haftar et le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh. Nous pensons que c'est une contribution très importante qui permet de relancer un processus politique. Mais il y a deux choses. Il y a à la fois la situation sur le terrain qui nous préoccupe beaucoup, avec d'accumulation d'armements, d'équipements, des mercenaires étrangers qui viennent renforcer cette logique de guerre. Et puis il y a le processus politique. L'urgence pour la France et pour l'Égypte aussi, c'est de parvenir à un cessez-le-feu. Si nous n'arrivons pas à obtenir ce cessez-le-feu, nous risquons de demeurer dans une logique de tension permanente, de conflit permanent, et nous ne savons pas où ceci peut nous entraîner. Et donc nous travaillons entre Français et Égyptiens à tenter d'arracher, avec toutes les parties prenantes, un cessez-le-feu. Et il faut par ailleurs, absolument, parce que nous le savons tous, il n'y a pas de solution militaire à la crise en Libye. La solution, elle sera politique. Et donc nous travaillons dans ce partenariat entre la France et l'Égypte à toutes les initiatives qui permettent de relancer un processus politique, avoir des institutions qui représentent l'ensemble des Libyens, relancer un processus constitutionnel, politique, électoral qui associe tous les Libyens. C'est la seule solution. Donc un cessez-le-feu, c'est la priorité, et ensuite reprendre une dynamique politique. Voilà le travail
sur lequel nous nous coordonnons entre Français et Égyptiens. Égyptien. Oui, mais la France avait critiqué le rôle de la Turquie en Libye en précisant qu'elle inquiète, qu'elle menace l'Afrique et l'Europe. Le président français Emmanuel Macron avait dit que la Turquie avait une responsabilité historique et criminelle en Libye avec livraison d'armes, envoi de mercenaires et de milices. Quelle est la stratégie de la France pour en faire face? Nous disons les choses telles que nous les voyons. Et nous constatons effectivement le comportement, en particulier celui de la Turquie, qui envoie des équipements en violation de l'embargo sur les armes. Embargo d'ailleurs auquel la Turquie a souscrit, hein, notamment lorsqu'elle a participé à la conférence de Berlin, où effectivement les participants à la conférence de Berlin avaient décidé qu'ils respecteraient l'embargo. Ce n'est pas le cas de la Turquie. Nous sommes très préoccupés aussi par l'envoi de mercenaires, certains d'ailleurs provenant de Syrie, certains ayant des connexions avec des milieux terroristes. Tout ceci nous préoccupe beaucoup. Et puis nous n'oublions pas que la Turquie est membre de l'OTAN, d'une alliance dans laquelle elle a des responsabilités. Elle ne peut pas à la fois accepter un embargo et en même temps, au quotidien, ou en tout cas, le violer. Et donc il y a là une contradiction, et il y a une responsabilité de la Turquie. Le président de la République s'est exprimé de manière extrêmement solennelle sur les responsabilités de la Turquie. Je n'ajouterai pas à ces propos, mais effectivement, la Turquie doit prendre ses responsabilités et agir de manière responsable pour faire en sorte que cette crise libyenne trouve non pas une issue militaire, mais une issue politique. Oui, mais est-ce que cette politique libyenne de la France a-t-elle changé avant et après ce rôle déstabilisateur accru de la Turquie en Libye? Est-ce que ça a changé la donne pour la France? Il y a des responsables turcs qui ont dit qu'ils sont en Libye pour toujours. Écoutez, ce qui compte, c'est les objectifs. L'objectif, c'est de réunir les Libyens autour d'une feuille de route politique et de parvenir à un cessez-le-feu. L'objectif, c'est également de faire en sorte que l'avenir de la Libye soit décidé par les Libyens eux-mêmes et non pas imposé par les Turcs, par les Russes ou par d'autres pays extérieurs et dont on voit bien que leurs intérêts ne sont pas forcément ceux de la nation libyenne. Et donc ce que nous voulons éviter, c'est de faire en sorte que la Libye devienne une nouvelle Syrie. Nous avons utilisé une expression, la syrianisation de la Libye. Ce serait évidemment, et pour l'Égypte, et pour la France, et pour l'Europe, un scénario extrêmement difficile. Il faut que le destin de la Libye appartienne aux Libyens eux-mêmes et ne s'en remettent, et que ce pays ne voit pas son futur décidé par d'autres. Justement, cette syrianisation, monsieur l'ambassadeur, il paraît que la solution politique ou le processus politique, la relance de processus politique, semble être le but de presque tous les protagonistes, alors qu'on évoque la syrianisation de la crise en Libye, terme qu'a utilisé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Encore plus, il y a ceux qui parlent de somalisation de la situation en Libye. Il y a effectivement un risque de fragmentation de la Libye. Il y a un risque de, si nous n'y prenons garde, peut-être de désintégration. Et donc il faut qu'ensemble, nous travaillions au maintien de l'unité libyenne. C'est absolument fondamental. Il faut aussi, je viens de le dire à l'instant, que l'avenir de la Libye ne soit pas dicté par des puissances étrangères et qui ont des agendas qui ne sont pas forcément ceux du peuple libyen. Et donc l'avenir de la Libye n'appartient ni à la Turquie ni à la Russie. Elle appartient d'abord aux Libyens, d'où l'importance de relancer un processus politique inclusif avec l'ensemble des composantes de la société libyenne. Sans cela, nous n'en sortirons pas, et sans cela, nous prenons le risque effectivement d'une espèce de perpétuation d'un conflit dont la durée a un impact direct sur notre sécurité. Et ça, évidemment, c'est un scénario que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que la France mène maintenant des pourparlers avec d'autres puissances importantes dans la crise libyenne, à savoir les États-Unis ou la Russie? Nous en parlons d'abord avec nos partenaires européens, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, qui s'intéressent à la crise libyenne. Et nous en parlons aussi avec les Américains, car il faut que les Américains, compte tenu de leur rôle, du caractère très important de la stabilité de la Libye pour cette région du monde, il faut que les Américains aussi jouent un rôle pour contribuer
à la stabilisation de la situation en Libye. Et donc nous avons effectivement, depuis quelque temps, intensifié nos discussions avec nos partenaires américains pour vraiment les intéresser, leur demander aussi de faire passer les bons messages à l'ensemble des protagonistes. Et quels sont les principaux points de divergence ? Il n'y a pas de point de divergence, il y a simplement effectivement l'importance de montrer aux Américains que la stabilité de la Libye est un élément essentiel de la stabilité de la Méditerranée orientale et de l'ensemble de cette région. Les Américains vont entrer dans une période de campagne électorale, où il sera peut-être un peu plus difficile de requérir leur attention sur des dossiers comme cela, mais évidemment, le rôle des États-Unis est absolument majeur dans cette partie du monde, et je crois qu'il est très important, effectivement, que nous puissions avoir un dialogue avec les États-Unis pour que nous partagions les mêmes objectifs sur la Libye, c'est-à-dire une solution politique et d'abord et avant tout un cessez-le-feu. Puisque vous avez cité l'Italie, la France et l'Italie mènent ou ont des stratégies divergentes en ce qui concerne la Libye, mais est-ce que la France trouve une certaine rivalité italienne à son rôle, à sa présence en Libye ? Mais il n'y a pas de rivalité ni de divergence. Il peut y avoir effectivement des nuances sur les objectifs sont identiques. Nous pouvons avoir des nuances sur la manière de les atteindre. L'Italie, évidemment, s'intéresse pour des raisons historiques qui tiennent à sa relation historique avec la Libye. Elle s'intéresse de très près à la crise libyenne. C'est normal. Elle doit effectivement être associée de très près au dossier libyen. Et puis, n'oublions pas que les vagues de migration qui se sont dirigées vers l'Europe, vers l'Italie, pour l'essentiel, venaient de Libye. Et donc là aussi, à cause de cette question migratoire, l'Italie est un acteur très important de la crise libyenne. Et donc pour nous, il est très important que nous puissions veiller à ce qu'il y ait cette cohérence d'action, d'intervention entre la France et l'Italie. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité, il y a une communauté d'objectifs qui est de faire en sorte que la Libye, pour la stabilité de l'Europe, pour la sécurité de l'Europe, redevienne une nation stable avec une solution politique. Ça, je crois qu'avec les Italiens, nous sommes tout à fait sur cette même ligne. Même objectif, mais la divergence sera sur les moyens pour atteindre cet objectif. Ce qu'il faut, c'est aussi tenir compte comment puis-je vous dire ça, l'Italie a effectivement un certain nombre de contacts qui nous sont utiles. Nous avons des contacts, nous parlons à tout le monde en Libye, nous parlons aux gens de l'Est, aux gens de l'Ouest, aux gens du Sud. Il faut donc que nous assurions en quelque sorte cette complémentarité de ce que nous pouvons faire entre Français et Italiens pour essayer de parvenir à une solution politique. Nous avons besoin des Italiens, nous avons la faiblesse de penser que les Italiens ont aussi besoin de nous, parce que finalement nous avons ce même objectif. En ce qui concerne l'ONU, qui doit réunir tous les acteurs autour d'une table, parler politique pour parvenir à un compromis, mais jusqu'à maintenant, pas un envoyé onusien qui remplace Ghassan Salama, qui a démissionné depuis le mois d'avril dernier, un poste vacant depuis cette date. Comment vous voyez que l'ONU assume, est-ce qu'elle assume bien ses fonctions en ce qui concerne la Libye ? L'ONU, ça n'est que le prolongement des États. L'ONU n'existe pas en tant que telle. L'ONU, c'est la communauté des États qui la compose. Et effectivement, vous avez raison, Dina, depuis le mois d'avril, depuis le départ de Ghassan Salamé, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, il n'y a plus de représentant spécial. Or, nous avons besoin d'un représentant spécial. Donc c'est un sujet sur lequel nous discutons en ce moment de manière très intense avec les Américains, avec les membres, ce qu'on appelle du P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, parce que ce sera un choix qui relèvera effectivement du secrétaire général des Nations Unies. Donc après avoir consulté le Conseil de sécurité et donc les 5 membres permanents, nous en discutons aussi avec nos amis égyptiens, car il faut que ce représentant spécial puisse en quelque sorte être endossé par toutes les parties qui sont les plus impliquées dans la crise libyenne. Et il faut évidemment que le nom de ce futur représentant spécial puisse être agréé par tous. Et c'est pour ça que nous en discutons également avec les Égyptiens. Est-ce que la France pourrait accueillir une médiation entre Libyens ? Est-elle bien placée pour le faire ? Mais nous sommes dans la médiation et dans l'intervention depuis toujours. Rappelez-vous que nous avons Alassane Saint-Cloud, en juillet 2017, accueilli pour la première fois
le président Premier ministre Sarraj, président du gouvernement d'entente nationale, et le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Haftar. Nous avons organisé cette réunion. Là, c'était la première, c'était à la Celle-Saint-Cloud en juillet 2017. Et une année plus tard, au Palais de l'Élysée, à Paris, une deuxième réunion a eu lieu. Et donc effectivement, la France, depuis le début de la crise, depuis en particulier que le président Macron a décidé d'en faire vraiment une priorité de son action diplomatique, nous n'avons cessé de parler à la fois au camp de l'Ouest, au camp de l'Est, à l'ensemble des parties prenantes pour essayer de dégager un accord politique. Et cette médiation, cette intervention, ce rôle diplomatique qui est celui de la France n'a pas cessé et ne cessera pas. Et nous pensons que nous pouvons, parce que justement nous parlons à l'ensemble des parties, nous pensons que nous avons un rôle utile que nous pouvons jouer dans cette crise. Et d'ailleurs, nous le faisons aussi en coordination étroite avec l'Égypte. Oui, mais je parle d'aujourd'hui parce que ces rencontres dont vous parlez, c'était il y a 2 ans. Oui. C'était il y a 2 ans. Il y a aussi une rencontre à Abu Dhabi, une autre à Palerme. À Palerme, absolument. Oui, il y a eu la conférence de Berlin. Voilà, mais ça s'est arrêté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes Aujourd'hui, il y a une situation sur le terrain, effectivement, avec, on a vu les événements, les développements sur le terrain qui se sont déroulés au cours de ces dernières semaines, qui est très préoccupante. Et c'est pour cela qu'on ne pourra pas relancer ce processus politique s'il n'y a pas d'abord un cessez-le-feu. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'urgence, la priorité, c'est de travailler tous ensemble à un cessez-le-feu. Autre sujet de tension entre la France et la Turquie, ce sont les forages provocatrices menés par Ankara en Méditerranée orientale, aux grandes dames de la Grèce et Chypre. Quelle est la stratégie de riposte ? Stratégie de riposte. Est-ce que vous misez sur l'Union européenne ou l'OTAN ? La Grèce et Chypre sont 2 États importants de l'Union européenne. Et donc évidemment, l'Union européenne se préoccupe de cette question de l'énergie en Méditerranée orientale. Et nous constatons effectivement un certain nombre de comportements, d'actions unilatérales qui sont menées par la Turquie et qui nous préoccupent. Par exemple, nous avons dénoncé les accords que la Turquie a signés en matière de délimitation de ses frontières maritimes avec le gouvernement d'entente nationale de Libye. Nous considérons que ces accords sont nuls et non avenus. Nous constatons aussi un certain nombre de mesures unilatérales prises par la Turquie en matière de forage pétrolier, par exemple au large de la partie nord de Chypre. Et donc nous considérons effectivement que ce genre de comportement ajoute aux tensions dans la région. Moi, je voudrais indiquer que l'Égypte a pris une initiative que nous soutenons et que nous considérons être la meilleure réponse, qui consiste à essayer, sur ce plan énergétique, de renforcer la coopération et la coordination entre tous les États qui sont intéressés par cette question de l'énergie en Méditerranée orientale. L'Égypte a pris la décision de créer un East Med Gas Forum. C'est une initiative très importante qui a été prise il y a 2 ans. La France a d'ailleurs demandé son adhésion. Nous sommes maintenant membres observateurs et nous avons demandé notre adhésion à ce forum du gaz en Méditerranée orientale parce que nous pensons que c'est justement par la réunion des États, par l'association aussi des opérateurs du monde de l'énergie dans ce forum du gaz de la Méditerranée orientale que nous pourrons promouvoir une approche coopérative et non pas nous laisser embarquer dans des tensions. Et donc voilà, moi je trouve que cette initiative de l'Égypte, elle est juste, elle est légitime, elle est importante et nous soutenons vraiment la création de ce forum du gaz qui est, comme je le rappelais à l'instant, une initiative qui a été prise par l'Égypte. Est-ce que c'est pour cette raison, d'après vous, que la Turquie se sente maintenant un petit peu délaissée, qu'elle mène ces forages en Méditerranée orientale ? Moi, je ne m'exprime pas pour la Turquie, je constate simplement le comportement qui est le sien en Méditerranée orientale, en Libye. Et donc, c'est un État membre de l'OTAN qui aspire également à avoir une relation avec l'Union européenne. Et il faut que le comportement de la Libye soit en accord, effectivement, avec, son appartenance à l'Alliance Atlantique, deuxièmement, à son désir, effectivement, de nouer un partenariat et même de pouvoir adhérer à l'Union européenne. Et donc, il faut que le comportement de la Turquie soit en accord avec ces alliances. Oui. Est-ce que la France est déçue par l'OTAN ?
Est-ce que vous estimez qu'il est peut-être un peu trop indulgent, prudent envers Ankara, notamment après l'incident, le dernier incident de la frégate française Kobe, une preuve peut-être pour Paris que l'OTAN est dans un état de mort cérébrale, fameuse déclaration d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé de manière assez forte sur l'OTAN. Nous pensons que l'OTAN est une alliance qui reste utile et que surtout, face à la montée des tensions en Europe, sur les frontières, sur les pourtours de l'Europe, l'OTAN conserve aujourd'hui toute sa légitimité. Mais il faut aussi puis nous constatons aussi l'attitude des États-Unis à l'égard de l'OTAN, les positions prises par le président Trump pour faire en sorte que le fardeau financier de l'OTAN soit davantage partagé par les pays européens, et une attitude aussi assez négative qui a pu être celle du président Trump dans ses commentaires sur l'OTAN. Nous pensons que cette alliance conserve sa légitimité, mais qu'à l'intérieur de cette alliance, il est très important de renforcer le pilier européen. La défense, on le voit bien aujourd'hui, face à la montée de l'insécurité dans beaucoup de parties du monde. La défense européenne est un pilier absolument essentiel au sein de l'OTAN. Il faut d'abord que les Européens se renforcent sur le plan militaire, coordonnent davantage leur politique de défense. Il faut que les Européens, effectivement, avancent sur ce dossier de la défense européenne. Et plus la défense européenne sera forte, plus ce pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique sera utile. Et donc, vous voyez, ce sont deux démarches qui doivent aller de pair. Est-ce que la tension qui existe aujourd'hui entre la France et la Turquie peut aller au-delà ? Mais la Turquie est un grand pays avec lequel nous avons des relations séculaires, multiséculaires. L'ambassade de France auprès de la Sublime Porte a été la première ambassade de France ouverte au début du XVIe siècle. Ce sont des relations qui remontent donc du fond de l'histoire, qui viennent du fond de l'histoire. Ça n'empêche, il y a des tensions, escalade verbale. Il y a des tensions, il peut y avoir des désaccords. Il faut les assumer, il faut en discuter aussi avec la Turquie. Nous sommes dans une situation de dialogue. Et puis nous avons aussi des responsabilités communes. Par exemple, la lutte contre le terrorisme en Syrie. Ce sont des sujets sur lesquels aussi nous devons coopérer avec les Turcs. Et donc nous avons une série d'intérêts avec la Turquie qui fait que il faut avoir ce langage, qui est cette discussion, qui peut être une discussion difficile, car nous pouvons avoir des différends, nous devons les assumer, mais en même temps, le dialogue doit exister avec la Turquie, et il existe, et il faut continuer à parler évidemment avec ce pays. Monsieur l'ambassadeur, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis et nous avoir accordé cet entretien. Merci. Merci CBC Extra News, merci Dina. Merci. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.